Bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyilidandi. Tout de suite, voici l'essentiel de l'actualité. Le ministre de l'Unité et de l'Engagement civique, Dr Bizimana Jean Damascène, s'est joint aux habitants des districts de Rusizi et Nyamasheke pour commémorer le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. La cérémonie s'est déroulée au mémorial du génocide de Gachirabwoba, construit sur le site de l'ancien stade de football de l'ancienne commune de Gisuma. Le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 à Nyamasheke a été marqué par des massacres massifs et planifiés, notamment à la paroisse de Hanika, où près de 15 000 personnes ont été tuées. Des lieux comme le mémorial de Gachirabwoba commémorent ces tueries de masse. La région a été le théâtre d'une violence extrême orchestrée par le gouvernement intérimaire et les miliciens Interahamwe. De nombreux Tutsis ont été tués dans ce stade et qui pensaient fuir les communes de Gafuzo et Gisuma, désormais dans le secteur de Shangi et Bushenge. C'est dans le district de Nyamasheke et de Giheke, c'est dans le district de Rusizi. Le mémorial de Gachirabwoba abrite plus de 20 000 corps. Et puis, Umuriza Immaculée Eden a présenté son livre intitulé « Sous sa main puissante » qui revient sur l'histoire du génocide contre les Tutsis au Rwanda et notamment sur son propre témoignage. Umuriza explique qu'elle souhaitait aider ceux qui ont perdu la foi après avoir été témoins du génocide, afin que cette histoire ne recommence plus jamais. La version rwandaise de Sous sa main puissante, le récit poignant de la survie d'Immaculée Eden au génocide contre les Tutsis en Rwanda en 1994, une histoire vraie et inspirante qui montre comment sa foi a transformé des situations désespérées et comment Dieu a ouvert une voie là où il n'y avait apparemment aucune. Parlons toujours livre avec le génocide. L'organisation Ibuka, qui défend les intérêts des survivants du génocide contre les Tutsis, encourage les Rwandais à écrire davantage et à mener des recherches sur ces génocides perpétrés contre les Tutsis au Rwanda, afin que la vérité soit connue par un plus grand nombre. C'était Matrahi qui relate le génocide contre les Tutsis à l'Université nationale du Rwanda, considéré comme un foyer intellectuel, est une publication récente. Son auteur, Nomukobwa Assumpta, explique l'avoir écrit pour raconter l'histoire du génocide contre les Tutsis, mais aussi pour offrir d'autres enseignements aux lecteurs. Njya kucyandika nagira ngo nerekane ko d'abord turiho ni ikimenyetso cy'ubuzima hanyuma uzagisoma. Même si nous portons les mêmes noms et montrons que nous sommes semblables, c'est un signe de vie. Celui qui viendra le lire en tirera un enseignement. Les personnes peuvent grandir dans l'intégrité et devenir des hommes responsables. Elles peuvent aussi grandir dans les conflits, dans la violence et les désordres, et cela peut conduire à la mort. Ils apprendront que science et connaissance, sans conscience et humanisme, conduisent à la mort. À la page 113 de cet ouvrage, l'auteur Nomukobwa Assumpta dédie ses textes à son frère, tué lors du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, afin que son nom et celui de toutes les autres victimes ne soient jamais oubliés. Chère famille, pardonnez à mes tueurs et ceux qui les ont envoyés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La Bibliothèque nationale possède l'une des collections les plus importantes consacrées à l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Elle compte à ce jour un peu plus de 200 ouvrages, mais la plupart sont l'œuvre d'auteurs étrangers et datent d'il y a plusieurs années. Amateka abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda banyuzemo ni umurage ukomeye ku gihugu. Ni nayo mpamvu l'histoire des survivants du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda constitue un héritage important des réflexions. Après les épreuves que nous avons traversées, il est essentiel d'exprimer notre reconnaissance et de documenter les génocides contre les Tutsis, car cela nous aide beaucoup à préserver la mémoire. Cela permet aux personnes touchées par ces événements de comprendre ce qui s'est passé
et d'en tirer des leçons pour l'avenir. Celui qui écrit raconte comment les faits se sont déroulés et souhaite soumettre un message de reconstruction et de développement aux autres. Ainsi, nous laissons un héritage aux enfants et aux générations futures afin qu'ils connaissent l'histoire récente et évitent de tels drames ne se reproduisent. amateka y'ukuri cyane ko muri iki gihe hari n'abantu benshi bashaka kuyagoreka. Non seulement les livres sur le génocide contre les Tutsis au Rwanda sont encore peu nombreux, mais les recherches sur ce sujet le sont également. Or, elles sont indispensables, comme le rappelle le professeur Sezibera Richard, chercheur spécialiste du génocide contre les Tutsis. Nous sommes des chercheurs d'une même cause. Nous étudions les origines, les causes profondes et les conséquences. Nous menons des recherches approfondies pour analyser les impacts et en tirer les conclusions. Nous réalisons aussi des études complémentaires afin de mieux comprendre les effets. Nous cherchons à savoir comment nous souvenir et comment préserver la mémoire. L'organisation Ibuka, qui défend les intérêts des survivants du génocide contre les Tutsis au Rwanda, affirme que les livres et documents contenant des recherches sur ces génocides sont utiles, au-delà de leur simple lecture. Cela signifie que nous devons utiliser les faits historiques et les analyser. Nous devons travailler avec sérieux et honnêteté pour mieux comprendre cette histoire. Les témoignages doivent être clairs, car ils aident à établir la vérité. Les lieux de mémoire, y compris les mémoriaux, montrent l'importance de préserver et de reconnaître cette histoire. Il faut éviter la destruction, la falsification et la déformation des faits. Il ne faut ni effacer, ni cacher, ni modifier les informations historiques. Nous devons préserver les preuves et les témoignages afin de garder une mémoire fidèle. Ainsi, nous pouvons transmettre une histoire juste aux générations futures et renforcer l'unité des Rwandais. De nombreux Rwandais ont déjà écrit sur le génocide contre les Tutsis. Les Rwandais sont encouragés, notamment les jeunes, à lire car le nombre de personnes qui les achètent et les lisent reste encore faible. La ville de Kigali se développe à une grande vitesse, mais certains projets ne suivent pas ce rythme, comme nous allons le constater dans ce reportage. Kigali connaît une transformation rapide avec d'importants projets prévus pour développer les infrastructures et améliorer la qualité des vies urbaines. Les habitants de ces zones se disent satisfaits de ces aménagements, mais les retards ont des conséquences néfastes. Il est clair que les habitants sont contents de ce projet, car la route a été élargie et sécurisée, comme vous pouvez le constater, et les travaux se poursuivent. Certains habitants ont déjà été indemnisés et relogés, mais d'autres attendent toujours, sans savoir quand, ni même si leur situation évoluera. En secteur Kinyinya, c'est en district de Gasabo, où le projet des cités vertes est prévu, les habitants affirment que les retards prolongés ont perturbé leur vie et leurs moyens de subsistance. Une situation similaire se déroule en secteur Masaka du district de Kichukiro, où des terrains ont été réservés pour des infrastructures de santé. Là aussi, les habitants indiquent vivre dans l'incertitude. Nous souhaitons que les responsables du projet des villes vertes viennent nous expliquer l'état d'avancement du projet. Ils devraient nous dire ce qu'ils comptent faire et quand, ou bien admettre son échec afin que nous puissions reprendre une vie normale. En tant qu'habitants, lorsque de tels projets arrivent dans nos quartiers, nous espérons qu'ils nous apporteront des opportunités. Mais pour l'instant, tout cela reste du domaine du rêve. Il est essentiel de savoir quand ces projets seront mis en œuvre ou non, afin que nous puissions enfin aller de l'avant. Ces préoccupations se reprisent dans un récent rapport
Présenté par des parlementaires au ministère des Infrastructures suite à des visites effectuées dans tout le pays. Depuis 2022, date à laquelle FENARGOA a demandé à la ville de Kigali de suspendre la délivrance des permis et plus tard, après l'approbation du plan directeur en 2023, les habitants n'ont aucun droit sur leur terrain. Ils ne sont pas autorisés à y entreprendre aucune action et ont été informés qu'ils ne seraient pas indemnisés. Le maire adjoint de la ville de Kigali, chargé de l'urbanisation et des infrastructures, explique que certains retards sont dus à des contraintes budgétaires. Certains partenaires tardent à répondre. C'est ce que nous appelons le non-objection, pourtant nécessaire pour faciliter les procédures d'acquisition. Concernant le projet des villes vertes, le ministre des Infrastructures annonce qu'une décision sera prise avant la fin du mois de juin afin de protéger les intérêts des habitants. Il ajoute que les projets nécessitant une indemnisation et qui ne peuvent être menés à bien seront annulés, permettant ainsi aux habitants de recouvrer pleinement leurs droits sur leur propriété. Face aux difficultés rencontrées par les résidents qui se voient refuser l'aménagement de leur terrain, entre autres, nous avons un plan pour y remédier dans un avenir proche, au plus tard dans les 3 prochains mois. Pour certains, nous devrons élaborer des plans concrets afin de permettre aux résidents d'aménager leur propriété conformément à ces plans. Tous ces problèmes seront résolus très prochainement. Parallèlement, la ville de Kigali, en collaboration avec ses partenaires, dans le cadre du projet d'infrastructure de Kigali, prévoit de construire plus de 100 km de routes pavées et plus de 120 km de réseaux de drainage au cours de 3 prochaines années. Parmi les autres projets prévus figurent une nouvelle gare routière à Nyabugogo et des programmes de logement modernes à Kakiro. Pour de nombreux résidents, cependant, la priorité demeure claire, la certitude de leur avenir. La Caisse d'entraide et d'épargne Mwalimu Sacco appelle les membres à honorer leurs engagements en remboursant les prêts obtenus auprès de cette caisse afin de permettre aux autres membres de pouvoir en bénéficier. Suivez. Les membres de la coopérative Mwalimu Sacco saluent néanmoins les progrès réalisés grâce aux prêts qui leur sont accordés. À ce jour, pour bénéficier d'un prêt sur salaire, le demandeur doit présenter 3 garants. Cependant, cette exigence n'est pas sans conséquence. Lorsque le bénéficiaire du prêt quitte son emploi ou se retrouve dans l'incapacité de rembourser, ce sont des garants qui doivent prendre en charge la dette, comme en témoignent certains enseignants. En cherchant d'un garant, il arrive que vous portiez un garant pour quelqu'un qui quitte ensuite son emploi. Vous vous retrouvez alors à rembourser à sa place. Cela m'est arrivé. La personne est partie à l'étranger et j'ai dû payer à sa place. À chaque salaire, j'ai constaté qu'on effectuait des retenues. Face à ces difficultés, les enseignants concernés ainsi que d'autres collègues demandent une réforme de ce système de garantie. Ils estiment qu'ils engendrent des conflits familiaux et des difficultés financières, notamment pour ceux qui se retrouvent à payer les dettes qu'ils n'ont pas contractées. De son côté, la directrice générale de Mwalimu Sacco, Wambaje Laurence, explique que l'exigence des garants vise à sécuriser les fonds prêtés et à éviter les pertes en cas de non-remboursement. Elle souligne également que ce mécanisme permet d'aider ceux qui ne disposent pas de garanties matérielles. Si nous accordons un prêt sans aucune garantie, cela comporte des risques. Par exemple, si une personne contracte un prêt sur 5 ans et quitte son emploi après 2 ans sans rembourser, les 3 années restantes deviennent difficiles à récupérer. Le système de garantie n'a donc pas été supprimé, car il facilite l'accès au crédit pour ceux qui n'ont pas de garantie physique, notamment les jeunes. Par ailleurs, la direction de la coopérative indique qu'en 2025, Mwalimu Sacco a réalisé un bénéfice de 17,1 milliards de francs rwandais contre 15,5 milliards de francs rwandais en 2024. Les dépôts ont augmenté de 9%, passant de 112 à 122 milliards de francs rwandais, tandis que le volume des prêts est passé de 201 milliards de francs rwandais en 2024
à 219 milliards de francs rwandais en 2025. Parlons à présent santé. Le centre biomédical du Rwanda à l'ABC en sigle et en anglais encourage la population à se faire dépister pour les maladies non transmissibles afin d'accroître ses chances de recevoir un traitement précoce en cas de maladie. Cette initiative fait suite au lancement ce samedi d'un programme de dépistage des maladies non transmissibles à Kigali par les étudiants de la faculté de la santé de l'Université du Rwanda. Le docteur Charles intervient ici pour appeler la population à se faire dépister le plus tôt possible contre les maladies non transmissibles. Avec d'autres associations des étudiants de l'Université du Rwanda de la santé publique, avec l'Institut de recherche pour le développement, on est ici pour faire le screening de la population rwandaise pour comprendre ou leur montrer que s'ils ont donc les maladies non transmissibles qui peuvent être traitées à temps et avoir une éducation de base et pour aller à l'hôpital traitons. Nous avons choisi les personnes de 35 ans parce que ce sont eux qui ont la malchance d'attraper, d'avoir ces maladies non transmissibles. Pourquoi? Parce que leur corps n'ont pas la même capacité qu'ils ont lorsqu'ils étaient jeunes et que le mode de vie d'aujourd'hui a déjà changé. Et par exemple, le transport, l'alimentation, avec la modernisation de la vie, il y a un changement de fonctionnement de leur corps. C'est pourquoi ils développent, depuis 35 ans, ils commencent à développer ces maladies non transmissibles. Le premier conseil est de changer leur mode de vie et de faire le sport au moins 30 minutes par jour, entre 30 minutes et 1 heure par jour. Et puis changer leur alimentation journalière pour prendre beaucoup de légumes, éviter de prendre les sucres directs qui peuvent causer donc des problèmes dans leur vie parce que l'absorption directe de sucres directs peuvent causer beaucoup de problèmes. C'est pourquoi même dans l'alimentation que nous éduquons aux gens de prendre, il y a donc une sorte d'alimentation qui leur aide à maîtriser leur cycle, leur fonctionnement de leur corps et l'absorption du sucre dans leur corps. Entre 15 et 17% de gens qui ont l'hypertension, ce sont les gens qui ont été testés. Il y a d'autres gens qui n'ont pas été testés. C'est pourquoi si on voit la modernisation du Rwanda depuis 2000 jusqu'à 2020, il y a eu vraiment un gros changement. C'est pourquoi aujourd'hui, ce que nous voyons ici, nous devons éduquer les gens de comprendre comment leur corps fonctionne, de comprendre comment ils peuvent maîtriser leur mode de vie, de comprendre comment ils peuvent aller avec la modernisation sans toutefois avoir ces maladies non transmissibles. Allons à la découverte de ce produit, cette culture qui participe à l'exportation au Rwanda. Il s'agit du café, voyons un peu partout où ce produit est donc cultivé dans le pays. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe technique qui nous a accompagnés tout au long de cette édition, nous vous souhaitons de passer un excellent week-end en compagnie de programmes de la télévision rwandaise.